Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Suivant l'heure à laquelle vous allez me suivre, je me présente, je suis Guilhem Ikobikwit, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur en droit public, mais aussi diplômé en ressources humaines. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans ces nouveaux numéros où nous serons obligés de partager un sujet d'actualité. Il s'agit de la question relative au complot que la RDC est en train de faire face. Nous allons essayer de décrypter des questions d'actualité et ça va nous permettre de comprendre la complexité. Nous avons estimé que c'était très nécessaire pour nous de revenir sur cette problématique parce que, à la lueur où vont les choses, il est très important que nous soyons très prudents pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alors, qu'est-ce que nous allons détailler, comme je l'ai dit, un complot international contre la République démocratique du Congo au regard de tout ce qui se passe. Pour mieux comprendre cela, je vais essayer de parler ça à plusieurs points. Et le premier point, c'est que je vais essayer de brosser ici. Ça sera déjà un problème interne, c'est un problème de l'impératif constitutionnel par rapport aux troubles qui se passent à l'Est, ou soit à l'occupation de l'Est et impératif constitutionnel, c'est un élément important. On va, excusez-moi. Et puis, deuxièmement, on va essayer de discuter sur les différentes résolutions ou propositions de résolution qui sont en gestation au niveau de la SADC mais aussi de l'EAC. On va essayer de voir quelles sont les décisions qui sont en gestation. On va en parler de ça. On va essayer de parler des sanctions de l'Union européenne, mais aussi quel est les traits à faire et les traits d'union de tout ça avec la résolution 2673 pour essayer de mieux comprendre c'est quoi, pourquoi nous parlons du complot. Très chers internautes, on va tout de suite directement passer au vif du sujet. Ce que j'aimerais vous dire ici, vous devez savoir que tout s'apparente carrément à un complot bien préparé et boutiqué pour mettre le Congo en difficulté pour recouvrir l'intégralité de son territoire. Comme je l'ai dit, je vais commencer d'abord par un élément de base que j'estime que nous devons en parler. Il s'agit de l'impératif constitutionnel de la durée du mandat, mais aussi du nombre de mandats également, c'est-à-dire la durée du mandat, mais aussi le nombre de fois de mandats. Pourquoi on va évoquer ça? Puisque là, on est face à la guerre. Nous avons toujours eu l'habitude de subir des événements. Il est très important d'anticiper déjà par des perspectives, des projections, de voir ce qui pourrait advenir. La République démocratique du Congo, je prends le président qui est en place, le président Tshisekedi, face au président Kagame, le président Tshisekedi a une difficulté énorme. La difficulté, c'est que il est limité par rapport aux impératifs constitutionnels, notamment la durée de son mandat, qui ne peut excéder 2 fois. C'est ça, la durée est de 5 ans, mais renouvelable une seule fois. Et là, le président du Rwanda va prendre tout son temps pour venir, c'est l'une des stratégies qu'il va utiliser, c'est-à-dire prendre tout son temps, tirer des choses en longueur, et comme ça que les délais du président de la République va écouler, et ça va poser un problème du respect constitutionnel. Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, devons déjà réfléchir ici pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi? Nous estimons que, pour l'instant, nous devons déjà, il faut que la classe politique discute sur cette question-là. Nous devons définir qu'est-ce que nous voulons. Puisque l'ennemi est là. Et chez eux, dans les pays, il n'y a pas des élections, déjà, et puis il n'y a pas de limitation de mandat. Le président de la République peut renouveler autant de fois qu'il veut. Entre le respect du délai constitutionnel et l'intégrité du territoire face à l'agression et à l'occupation de l'ennemi, que devons-nous faire? Étant donné que dans notre pays, on a un problème sérieux d'organisation. En termes de la stabilité institutionnelle, stabilité en termes d'armement et de sécurité, stabilité en termes d'administration, est-ce qu'il y a le principe de continuité des services publics de l'État dans le cadre ici précis va se respecter, étant donné que nous estimons qu'il y a tellement d'infiltration dans notre système
de l'État, du fonctionnement de l'État, moi, je pense très clairement que il va falloir que nous puissions suspendre la Constitution pour résoudre les problèmes de l'Est. Si on le fait comme ça, on va donner un message fort aux ennemis parce qu'ils attendent cela. Vous allez voir, j'ai dit déjà ça aujourd'hui par anticipation. Vous allez comprendre que c'est un élément capital qu'ils vont mettre sur la table parce qu'ils savent que nous, peuple congolais, nous ne savons pas prioriser des choses, faire la part des choses et faire une lecture, je peux dire, en termes de perspective. Il faut voir des choses dans la longueur pour comprendre cette difficulté-là. L'impératif constitutionnel, ça va poser problème. En lieu et place de se baser sur l'interprétation de la Cour constitutionnelle selon que le président de la République va rester en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu, moi je pense qu'il va falloir qu'il y ait un consensus dans la classe politique pour que nous décidions tous ensemble que voilà, on suspend la Constitution pour que nous nous battions d'abord contre l'ennemi. D'où la nécessité d'une large cohésion nationale autour du chef de l'État pour pouvoir y pallier. Je sais, les gens peuvent en discuter, parler de gauche à droite et comprendre ça, interpréter de la manière dont tu le veux, mais moi, j'estime que c'est très important d'en parler et de comprendre que si on n'en tient pas compte maintenant, là, ça va nous rattraper. L'ennemi va utiliser ça comme arme de guerre pour pouvoir nous diviser à l'interne et faire tout ce qu'il veut afin d'accomplir la mission qu'il veut accomplir sur notre sol, celle de nous déstabiliser, de diviser notre pays, de récupérer nos terres et puis nos richesses, et nous allons rester là que en train de pleurer. Nous devons en tenir compte. Nous proposons la suspension de la Constitution pour que nous puissions d'abord bouter l'ennemi dehors. En ce moment-là, l'ennemi aura des difficultés, il va chercher d'autres stratagèmes. Voilà. Le complot est là déjà, c'est la stratégie qu'ils vont utiliser. Je l'annonce aujourd'hui, vous allez le voir dans les jours à venir et ça va s'accomplir. Parce que quelques années qui restent ici, c'est pas beaucoup. On connaît quand la guerre commence, mais quand ça finit, c'est toujours difficile. Les négociations, ça prend du temps et ça peut tourner de gauche à droite, ça pourrait nous prendre du temps et ça ne sera pas évident. Donc, nous devons être déjà préparés à ça pour que nous ne tombions pas dans le plan de l'ennemi. C'est le deuxième point, on va essayer d'analyser les différentes réunions qui se sont déroulées concernant la mission qui a été confiée à la SADC et EAC pour pouvoir trouver des solutions. Quelles sont les voies de sortie des crises pour finir ou bien imposer la paix dans la partie Est? Moi, je vais vous dire très clairement déjà, j'ai toujours l'habitude de le dire, je l'ai dit dans mes émissions précédentes, que déjà les organisations régionales, voire sous-régionales, n'ont pas la capacité de pouvoir résoudre des problèmes, surtout des problèmes dans la partie Est de la République du Congo. J'ai évoqué des éléments, moi je pense que déjà, nos organisations ne sont pas autonomes. Déjà par le fait qu'elles sont financées en majorité, soit non, donc déjà en grande partie de leur budget par des pays étrangers, mais aussi ces multinationales. Or, ce sont ces multinationales qui sont en train de faire la guerre à la République du Congo parce qu'ils ne veulent pas que la République du Congo puisse contrôler ses richesses et appuyer son envol. D'où ils ne vont pas accepter que ces organisations régionales puissent prendre des décisions qui vont à l'avantage de la République démocratique du Congo. Et la plupart, un autre élément, la plupart des dirigeants des pays qui constituent ou qui composent ces organisations régionales, dans les cas d'espèces EAC, SADC, n'ont pas vraiment, dans grande partie, d'ancrage populaire. Donc, ils sont dépendants déjà leurs élections au soutien extérieur et les élections dans la plupart de ces pays-là ne sont qu'une simple formalité, mais le résultat est déjà connu par avance. Donc, ça va être difficile pour nous de pouvoir, pour que ces organisations-là trouvent des solutions adéquates à nos problèmes. Et nous devons être prudents. Raison pour laquelle je parle d'un complot. Nous avons déjà lu, il y a le communiqué de la réunion des chefs d'État d'Afrique, de la EAC SADC,
Je vais les lire, c'est-à-dire qu'ils ont tenu une réunion, voilà ce qu'ils ont recommandé. Je vais les lire et vous allez comprendre déjà. Les chefs d'état-major de la SADC et de la CEC se sont réunis le 24 février 2025 pour étudier un plan de sortie des crises qui viendrait fusionner les précédents processus de médiation de Nairobi et de Luanda. Les documents recommandent notamment d'étudier la possibilité d'un déploiement d'une force hybride EAC et de la SADC, laquelle serait chargée de sécuriser la zone occupée par le M23 dans le nord et le sud Kivu, placée sous un statut spécial. Très chers compatriotes, ça dénote très clairement d'un complot bien préparé. Alors que la résolution des Nations Unies demande aux groupes rebelles de quitter les espaces occupés en République démocratique du Congo, parce que ce sont des forces non invitées, et le Rwanda, avec sa force de défense, de quitter les territoires de la République démocratique du Congo, sur base de la résolution, en vertu de la Charte des Nations Unies. Mais ici, vous allez voir, on a confié cette responsabilité aux organisations régionales africaines, SADC et EAC. Ici, ça prouve très clairement que c'est une stratégie de pouvoir empêcher la République démocratique du Congo d'être maître, de diriger l'intégralité de son territoire. Puisque si cette recommandation-là arrivait à passer, puisque le fait de l'avoir proposé, ça a été discuté, parce que tous ces chefs d'état-major, ils amènent que les agendas de leurs responsables. Donc, ils imaginent pas de choses, ils amènent, nous savons comment ça fonctionne en Afrique. Donc, ils sont venus là justement pour formaliser ce qui est déjà boutiqué en avance. C'est-à-dire que nous allons on va mettre en place une force hybride, SADC, et nous allons les ramener là-bas pour créer une zone tampon. Et ce ne sera même pas une zone tampon, c'est-à-dire ils vont occuper, sécuriser même les M23, les endroits où ils occupent. Maintenant, pendant cet temps-là, qui va administrer cette partie-là? C'est l'administration congolaise ou bien des rebelles? Quelle est sa compatibilité avec la résolution 2773? Et pourtant, on leur demande de quitter dans l'immédiat. Au-delà de ça, nous pouvons prendre encore le processus de Nairobi. Dans le processus de Nairobi, le président Ndayishimiye l'avait déjà bien évoqué, l'a bien résumé, a rappelé. Il a dit ceci. Donc, en réalité, il est arrivé que le président Ndayishimiye puisse entrer en contact avec les rebelles du M23. Il leur a posé la question, si vraiment vous êtes Congolais, on vous a demandé dans le cadre des processus de Nairobi d'aller vous cantonner, on leur a donné même un espace où ils allaient y rester là-bas. Comme ça, c'est ça la procédure. Il y a le processus de Nairobi. Pour négocier, il faut qu'il y ait déjà une bonne foi. Vous vous retirez, vous allez dans des zones de cantonnement sous la protection de la région, des organisations régionales. On va vous protéger. Comme ça, on va vous départager pour voir s'il y a des Rwandais à l'intérieur. Ils vont rentrer chez eux. Vous restez des Congolais. Comme ça, on va continuer les négociations au niveau de Nairobi. Mais, subitement, ils se sont rendus compte que pendant qu'on négociait au niveau de Nairobi, ils ont repris la guerre. Donc, ça dénote tout simplement que c'était pas un groupe rebelle congolais, mais plutôt c'était des marionnettes du Rwanda. C'est un coquille vide, comme l'a dit le président de la République. Maintenant, venir mettre cette stratégie d'une force hybride pour l'installer dans la partie Est, là, c'est carrément dire que non, la République du Congo, vous ne serez plus responsable de la partie occupée par les rebelles en complicité avec le Rwanda. En réalité, ce sont des Rwandais. Donc, là, ça confirme très clairement la stratégie. Raison pour laquelle ils ont poussé parce qu'ils ont senti qu'au niveau diplomatique, la République du Congo avait pris de l'avance. Alors, pour gagner du terrain, ils ont avancé très vite pour récupérer une grande partie, la partie des minéraux stratégiques ou que eux, ils sont en train de réclamer. Comme ça sera pour eux une marge de manœuvre lors des négociations pour arriver dans de telles situations. Et pendant ce temps-là, ils vont continuer à piller, à prendre des richesses, à s'enrichir, à se réorganiser. Donc, ça sera déjà une stratégie, un complot pour nous. Raison pour laquelle j'ai dit que ça, c'est un complot pour la République du Congo. La République du Congo, non seulement ne doit pas accepter cela, à la limite, la République du Congo doit mettre ses priorités. La priorité pour la République du Congo, c'est de faire respecter la résolution. Puisque si la résolution 2773 des Nations Unies est plus meilleure que la stratégie évoquée par les organisations régionales et SADC, il est préférable d'appliquer ce qui est plus mieux pour nous. Parce que nous, l'objectif, c'est de récupérer l'intégrité territoriale de notre pays.
et puis de vivre en paix et que nos populations rentrent dans leurs endroits respectifs. Le fait de mettre ça, c'est une stratégie de nous bloquer et comme ça, on n'aura pas le temps de bien diriger, de bien gérer. La raison pour laquelle ça se marie effectivement avec ce que j'ai dit, la problématique des élections. Cette incompatibilité va faire en sorte que ça va tirer des choses en longueur. Et quand ça va tirer des choses en longueur, le président de la République n'aura plus de marge de manœuvre parce qu'il sera fin mandat. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est à nous de réfléchir. Ils sont en train de nous mener tout doucement vers un mur pour que nous ayons des difficultés. C'est un élément très important. La République doit exiger des priorités et des voir clair. Il ne faut pas accepter que de telles choses puissent passer. C'est une stratégie de bloquer, c'est un complot international. Tout ça, derrière, il y a des multinationales. Voilà ce qu'ils disent. Et en plus de cela, ils ont mis, comme je l'ai dit là, les trois facilitateurs. Nous avons Obasanjo, qui est l'ancien président nigérian. Nous avons l'ancien premier ministre éthiopien, mais aussi Uhuru Kenyatta qui continue. Si vous regardez cette configuration-là, c'est tellement des personnalités douteuses qui ne sont pas vraiment avec nous, la République du Congo. Moi, j'aurais préféré, en lieu et place de trouver des personnalités qui sont dans la région, dans les organisations-là, vaut mieux trouver d'autres personnes qui viennent des régions différentes, qui viennent nous aider, parce que là, déjà, ça sera deux poids, deux mesures. Être à la fois, parce que là, on doute déjà de la sincérité de l'ex-premier ministre éthiopien, mais aussi Uhuru Kenyatta, il est déjà du Kenya, où on a déjà des problèmes avec lui sur base de ce qui se passe ici, on ne voit pas clair. Et nous rajouter encore Obasanjo, il était déjà là, déjà avec les accords qui ont été signés ici, ça n'a jamais été en notre faveur. Donc, je pense que déjà, la tête de toutes ces personnalités posent problème. Même si on pourrait les garder, mais la République du Congo doit imposer ses priorités, comme je viens de les dire ici. C'est très important. Voilà. Ensuite, c'est là, pour voir les complots, mais aussi une certaine malignité dans le chef de toutes les personnalités qui interviennent, ou bien des organisations. Je prends l'Union européenne. L'Union européenne a pris des mesures, des sanctions, on peut appeler des sanctions, moi je peux pas les appeler des sanctions, il a pris des mesures de dissuasion contre le Rwanda, mais pas vraiment de vraies sanctions. L'Union européenne est très hésitante. On dit ceci, je vais vous lire quelque chose de très important où vous allez voir où la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a dit que j'ai estimé que là, c'est quelque chose de louche. On parle la charte, on parle de la Belgique avait, donc on parle, je vais pour vous lire la partie où l'Union européenne dit, mais nous prenons également plusieurs mesures. Tout d'abord, les consultations de l'Union européenne avec les Rwandais en matière de défense ont été suspendues. Les consultations, ça vient rien dire. Ça n'enlève pas leur assistance. Il y a également une décision politique de mettre en œuvre des sanctions en fonction de la situation sur le terrain. Donc, ils mettront des choses en fonction de la situation sur le terrain. Contrairement à la résolution des Nations Unies qui oblige les retraits immédiats de la force de défense rwandaise et puis du M23, du territoire national occupé, mais aussi d'enlever leur gouvernement parallèle qu'ils ont mis, l'administration parallèle qu'ils ont mis. Ici, l'Union européenne exhorte, il n'oblige même pas, il exhorte le Rwanda à retirer ses troupes et les protocoles d'accord concernant les matières premières essentielles sera réexaminé. Donc, alors qu'ils savent que les matières premières que le Rwanda vend à l'Union européenne proviennent de la République du Congo, est-ce que ça demandait de réexaminer ou tout ça, là, prendre du temps pour réfléchir? Tout ce sont des manœuvres dilatoires parce qu'il y a des projets cachés. Ils vont mettre leur plan. Si nous, on n'est pas fort, l'objectif, c'est de nous fatiguer. L'objectif, c'est de nous fatiguer, c'est-à-dire qu'à force qu'on va commencer à faire ça, ça prend du temps à la longueur, la population va se fatiguer et pourrait se retourner contre les gouvernements. Le régime de Tshisekedi risque de subir des sorts alors que c'est une stratégie. Raison pour laquelle nous devons anticiper des choses. C'est pourquoi moi je propose au président de la République de mettre en place un task force de réflexion qui sera composé des universités. La République du Congo a des ressources humaines de qualité. En Afrique centrale, on n'est pas comparable. Prendre les universités, des spécialistes et des questions qui entrent en ligne de compte pour pouvoir déjà mettre des hypothèses possibles pour négocier. Faire des partenariats essentiels en ce moment ici, nous réorganiser sur le plan militaire et sécuritaire. La cybersécurité est une nécessité, une évidence. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être bloqués parce que si sur le terrain les choses n'avancent pas, et ils vont évoquer que nous sommes dans le processus. Et de notre côté, si on n'est pas en mesure de pouvoir bloquer sur le terrain, nous risquons d'être surpris. Raison pour laquelle
Je propose ce que je viens de le dire, que une task force doit être mise en place, de réfléchir, de mettre des propositions, de nouer des partenariats urgents pour pouvoir s'équiper militairement, mais sur le plan de sécurité cybernétique, mais aussi nos services d'intelligence doivent être prêts à pouvoir anticiper des événements. Ne plus subir des événements, ça sera une très bonne chose. Très chers compatriotes, monsieur internautes, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui parce que j'ai estimé que c'était très nécessaire pour nous de partager. Pour me résumer, je disais, la première des choses, nous devons déjà anticiper cette problématique de cet impératif constitutionnel en rapport avec la durée du mandat, tout ça là, puisque ça va arriver bientôt. Du côté du Rwanda, et ils ont tout le temps, ils vont tirer des choses en longueur et comme ça on sera en difficulté. Est-ce que les principes de la continuité des services publics de l'État dans notre contexte ici va réussir ou bien ça va changer parce qu'il a encore, et comme ça les gens qui vont venir après le président risquent de faire autre chose et pour nous empêcher de pouvoir être unis ou bien garder notre pays dans son intégralité. La problématique de créer cette force hybride pour venir occuper la partie, pour venir sécuriser la partie occupée par l'M23, c'est une stratégie pour nous empêcher de contrôler l'intégralité de notre territoire, mais aussi la timidité avec laquelle l'Union européenne répond, mais aussi des personnalités qu'ils ont mis en place comme étant des facilitateurs, nous semble un peu problématique. Nous devons y réfléchir et puis poser nos priorités, organisons-nous sur les plans administratifs, militaires, sécuritaires et puis des services d'intelligence afin de pouvoir faire face à toutes ces stratégies de l'ennemi qui veut nous distraire et nous surprendre par la suite. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je pense que je vais revenir tout à l'heure là pour décortiquer l'essentiel de certaines spécificités par rapport au gouvernement, l'Union nationale, au refus de l'opposition de pouvoir, au refus de l'opposition de répondre positif à la main tendue du président de la République. On va en discuter pour voir aussi comment nous, Congolais, nous sommes en train de faciliter l'ennemi pour pouvoir nous mater et nous maîtriser. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre participation. Nous vous demandons de continuer à partager nos émissions pour une large diffusion. Pour le reste, je vous dis à bientôt.